Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cet enregistrement, on va voir ensemble en fait quelques citations de personnes célèbres. Vous verrez, ça c'est assez diversifié. On ira de Walt Disney à des gens qui sont dans le marketing et à d'autres qui sont complètement dans d'autres secteurs. Le but en fait, c'est vous donner des citations un petit peu inspirantes à la fois dans le marketing, mais également dans le domaine de la création d'entreprise. Alors le premier en fait, c'est un des papes américains, c'est Peter Drucker, qui a dit The best way to predict the future is to create it. En fait, la philosophie elle est simple, le meilleur moyen de savoir ce qui va se passer dans le futur, c'est tout simplement de le créer. C'est-à-dire que au lieu de subir et d'attendre, d'être attentiste, de dire voilà, ça se passe mal, etc., etc., ou de dire je ne sais pas comment va évoluer le futur, et tout simplement ce que vous faites, c'est que vous allez créer votre propre futur. C'est vous qui allez décider, vous allez prendre votre destin en main et c'est vous qui allez créer les moyens de votre réussite. Alors ça veut dire très simplement se dire tiens, je fais un bilan régulièrement, où est-ce qu'on va, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux pas changer, parce que des fois il y a des contraintes sur lesquelles on ne peut rien, mais souvent en fait on peut quand même créer son propre futur et c'est important d'anticiper. Alors certes, on n'arrivera jamais à avoir 100% de ce qu'on a prévu qui se réalisera, ça c'est le cas partout. Mais ce qu'on pourra faire par contre, c'est véritablement influencer un petit peu, et au lieu de partir à l'aveuglette, d'être au fil du vent, d'être porté par le courant et de subir, on va pouvoir essayer d'anticiper un certain nombre de choses et pouvoir au moins en réaliser une partie. L'autre chose en fait, c'est une citation de David Ogilvy, donc un des grands papes de la publicité, qui a dit The consumer is not a moron, she's your wife. En fait, c'est simple, c'est votre client, c'est pas un imbécile, c'est votre femme. Alors pourquoi il dit ça? Tout simplement, c'est pour dire, voilà, au lieu de prendre le client pour un imbécile, il faut juste vous dire que c'est quelqu'un, un petit peu comme il faut le considérer plutôt comme un ami, quelqu'un que vous connaissez, qui a besoin d'aide. Donc, n'essayez pas d'arnaquer les gens, ils sont suffisamment malins pour savoir pourquoi acheter, pourquoi ne pas acheter. Donc pensez plutôt à un client comme quelqu'un que vous devez aider, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui a besoin d'aide, quelqu'un qui a besoin d'accompagnement. Et c'est ça en fait les fondamentaux de la pensée de David Ogilvy, c'est qu'en fait on ne va pas essayer d'arnaquer les gens, mais on va essayer de les aider en leur vendant un produit. Ça c'est des choses. Alors, il y a aussi une autre chose qui est intéressante, c'est Dan Roth qui a fait une citation If your content isn't driving conversation, you're doing it wrong. Et ça, c'est très vrai dans les médias sociaux. Par exemple, si on essaie de trop automatiser, en fait, ça se voit. Ça se voit beaucoup et forcément, les gens voient que c'est un robot. Les gens voient que c'est quelque chose d'automatique, c'est pas naturel et donc ils vont pas discuter et ils vont se lasser. Moi, je l'ai vu parce que sur certains comptes Twitter, certains blogs, en fait, il y a beaucoup d'automatisme, alors que sur d'autres, bien sûr, il y a des trucs qui sont faits à la main. Par exemple, j'avais un site d'emploi et c'était un relais automatique des offres d'emploi, bam, 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 du site internet sur le compte Twitter. Et en fait, moi, quand je l'ai publié sur Twitter, j'avais quasiment aucune remarque de personne. Et quand c'est un de mes amis qui reprenait la même annonce, et tout simplement, il avait de temps en temps des demandes qui disaient alors, tu sais un peu plus sur ce job, qu'est-ce qui se passe exactement, etc., etc. Donc ça montre en fait quand on fait quelque chose de plutôt manuel, que ça ressemble pas à quelque chose d'automatique, tout de suite en fait ça fait plus vrai. Et donc essayez vous aussi de réduire la part d'automatisme, de republication automatique de messages sur Twitter, Facebook, etc. pour automatiser une partie, mais partout. Ou alors mettez de l'humain. Par exemple, que lorsque vous envoyez un tweet de remerciement, après que les gens se soient abonnés, essayez de faire quelque chose qui sera à peu près naturel, c'est-à-dire que vous dites voilà, merci de me suivre, ceci est un message automatisé, mais je réponds automatiquement à toutes les questions, etc. Ou alors d'autres choses, certaines personnes comme moi sur Twitter envoient un message juste derrière de réponse, et dans ce message de réponse, tout simplement je propose du gratuit, c'est-à-dire que je vous propose de télécharger gratuitement mes guides sans formulaire, sans rien du tout. Voilà. Alors une autre citation de Joe Chernov qui est assez intéressante aussi, c'est Good marketing makes the company look smart. Great marketing makes the consumer feel smart. Alors ça veut dire tout simplement que c'est vrai qu'un bon marketing en fait ça ferait que on aura une image cool et que ça va être sympa, mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est quand les gens vont vraiment se dire waouh, avec ce produit là j'ai l'air vachement bien, c'est vraiment le top et ça me valorise. C'est par exemple le cas avec les produits Apple. On voit très bien que lorsqu'on a un produit Apple dans les mains, on est cool quoi, on a le dernier truc à la mode, etc. Quand on a un produit Android, c'est plutôt un autre message qu'on fait passer, c'est bon voilà, moi je suis plutôt
des coachs, je m'intéresse plutôt aux produits, à la technique. Donc en fait à chaque fois c'est pareil, dites-vous que comment vous allez pouvoir faire pour que votre client ait l'impression tout simplement d'avoir un super produit dans les mains et que ce soit lui le héros de vos conversations. C'est-à-dire que grâce à votre produit, avec son design, avec son look, en fait tout simplement là il va avoir l'air vraiment cool, génial et super. Une autre citation d'Anthony Robbins qui est vraiment sympa, qui est un des gourous du développement personnel, c'est If you do what you always done, you will get always what you always got. C'est tout simplement une des citations que je préfère, c'est un petit peu si vous faites toujours la même chose, ne vous étonnez pas d'avoir tout le temps les mêmes résultats. C'est tout simplement quelque chose qu'on entend de plus en plus, c'est qu'au lieu de garder les méthodes anciennes qui ne marchent pas ou qui ont tout le temps les mêmes résultats, il faut changer la donne. Il faut changer parfois les personnes, il faut changer la matière de faire, la manière de voir, les produits. Et donc si vous voulez avoir des résultats différents, si vous voulez vraiment avoir un gros changement dans votre stratégie, si vous voulez véritablement faire une différence dans votre marché, il faut arrêter de faire comme avant. Il faut penser différemment, il faut remettre les choses à plat et il faut se dire ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence et repartir sur les basiques, les fondamentaux. Ça peut être les besoins des clients, en fait il faut vraiment repartir là-dessus et parfois même se faire accompagner parce qu'un accompagnement permet d'avoir une vision externe qu'on a parfois perdue à force d'être dans son train-train habituel. Alors une autre citation en fait d'Henry Ford qui est assez intéressante également aussi, c'est l'échec c'est juste une... Alors en anglais ça donne failure is simply the opportunity to begin again and this time more intelligently. Tout simplement ça veut dire que l'échec c'est uniquement une opportunité de recommencer et de le faire de manière plus intelligente. C'est-à-dire qu'il faut prendre note de ses erreurs, voir ce qui n'a pas marché et changer. C'est ce que l'on voit souvent dans les startups. En fait, ils se retournent, on change et tout simplement on se dit ok, on a fait d'une manière qui ne va pas et on va prendre en compte ses erreurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste dire ok c'est une erreur, on arrête, on va dire qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Donc ça c'est des choses qui sont intéressantes, c'est de dire l'erreur, l'échec ne doit pas être sanctionné, il faut plutôt se dire comment on peut corriger les choses et faire mieux. Ça c'est quelque chose qui est vraiment important dans toutes les entreprises parce que si on a en fait la peur de l'échec, forcément on va s'arrêter. Si on reste sur l'échec et la sanction des fautifs, on va perdre du temps. Il faut plutôt parler sur la solution, c'est ça qui est important. Voilà. Une citation également d'Ellen Johnson Sirleaf, tout simplement If your dreams don't scare you, they are not big enough. C'est-à-dire si vos rêves ne vous font pas peur, s'ils ne sont pas trop ambitieux, c'est que vous ne pensez pas assez grand. C'est vrai qu'on dit toujours il faut viser les étoiles pour atteindre quelque chose de haut. Donc il faut être ambitieux. Alors certes, si vous avez des objectifs ambitieux, vous n'atteindrez peut-être pas, mais au moins ça vous donnera déjà un grand plaisir si jamais vous les atteignez. Et deux, en fait, en étant ambitieux, en voulant par exemple dire tiens je vais être le leader européen, je vais être ceci, je vais être cela, on vise haut, on se donne des objectifs et après donc on se dit alors comment je peux faire pour les atteindre. Ça c'est quelque chose qui est vraiment important et qui permet surtout quand une marque naissante ou quand on sort un nouveau produit, c'est quelque chose qui permet tout de suite de faire la différence. Une autre chose aussi de Jay Beer, if your stories are all about your products and your services, it's not a storytelling, it's brochure. Give yourself permission to make the story bigger. En fait, c'est vraiment très simple, c'est se dire que si on fait que parler de ses produits, si on ne fait que parler de son entreprise à soi, c'est pas ce qu'on appelle du storytelling. Du storytelling, c'est pas raconter l'histoire de sa boîte qui a 50 ans, etc. ou parler de ses produits qui sont géniaux. Il faut au contraire, en fait, penser aux clients, penser un petit peu mieux à ce qu'on va raconter, à ce qu'on va dire, le message, le rêve. On va essayer de faire passer de l'émotion, on va essayer de faire passer quelque chose qui va être de l'humain, on va essayer peut-être de mettre le client au centre de l'aventure en lui expliquant voilà, j'étais comme vous aussi, comme ça au départ et je suis passé en faisant ceci, cela. Donc voilà. Alors la citation de Karen Lamb qui est A year from now you wish you had started
today est assez intéressante, puisqu'en fait c'est tout simplement le fait de se dire si vous aviez su que ça se passait comme ça, ou qu'il y avait ceci, qu'il y avait cela, vous auriez commencé beaucoup plus tôt. Moi j'y vois en fait deux messages importants. Le premier, c'est se dire tout simplement la vie est courte, le temps passe vite, le temps est une ressource précieuse, c'est ce que je me dis depuis des années, le temps passe très très vite. Je dis toujours, il faut optimiser son temps, donc n'hésitez pas à comment dire, faire des choix et à dire ok, j'y vais, je fais mes priorités. Moi chaque année, en début d'année, à chaque fois je me fixe une priorité majeure, deux priorités secondaires, et hop, je me dis cette année je vais faire ça, parce qu'autrement on voit les années défiler. Moi ça m'est arrivé pendant très longtemps quand j'étais chez un gros éditeur de logiciels international, et on ne voyait pas passer les années parce qu'on était tout le temps au taquet, un peu comme je vois toujours l'image d'un hamster qui court dans une roue. Et c'était un petit peu la même chose, on ne voyait pas les années parce qu'on enchaînait les projets au fur et à mesure. Et tout simplement en étant comme ça, toujours le nez dans le guidon, on est tout simplement passé à côté de certaines choses, on ne prend pas assez de recul. Donc le fait, c'est de dire ok, il faut définir des priorités, qu'est-ce qu'on va faire. Et la deuxième chose, le deuxième message que je vois dans cette maxime là, c'est tout simplement de se dire qu'il faut tester des choses. Et moi j'essaye de le faire tout le temps, c'est-à-dire que je teste des logiciels, je teste des applications, je teste des concepts, et je vois si ça marche ou pas. C'est-à-dire que ça m'est arrivé parfois de me dire ah tiens, si j'avais su, je m'y serais mis plus tôt, ou des choses comme ça, mais j'essaye. Après j'y consacre pas forcément énormément de temps, mais je teste. Par exemple là, du Facebook Live, je teste un peu la vidéo, je teste un certain nombre de choses, je teste du podcast, bref, je teste des choses et je vois si ça marche ou pas. Alors l'autre citation, c'est Anita Campbell qui dit You can expect to just write when the visitor come to you, that's too passive. C'est quelque chose qui est tellement vrai dans le blogging de nos jours. Il y a tellement de contenu qu'on ne peut plus se contenter d'écrire et attendre que les gens viennent. C'est plus possible. Même en écrivant du contenu intéressant, même en écrivant du contenu de qualité, tout simplement il y a une telle infobésité, il y a un tel niveau de contenu, il y a une telle concurrence que c'est pas juste en écrivant et en espérant que les gens voient que votre contenu que ça va marcher. Donc il faut mettre en place une technique de promotion. Alors j'ai l'habitude de dire qu'il faut consacrer 50% du temps à faire la promotion, mais sincèrement c'est compliqué. Je dirais qu'il faut plutôt aller entre 25 et 30% de son temps à faire la promo de ses contenus en général. Et pour ces bons contenus, je dis bien les bons contenus qui sont exceptionnels, un livre blanc, etc., il faut y passer au moins 50% de son temps. Et c'est ce que je fais avec bien sûr des emails, du relais médias sociaux, mais également du multicanal, c'est-à-dire qu'on va pouvoir exploiter un contenu texte en vidéo, en audio, etc. etc. Alors, il y a aussi une citation de Robert Rose qui est intéressant. Marketing is telling the world that you are a rockstar. Content marketing is showing the world you are one. Donc c'est vraiment intéressant. Ça se dit vraiment comment on passe d'un principe à un autre. Auparavant, le marketing, c'est dire ouais, on est une super marque. Et ça, c'était le branding. On voit bien avec Nike, c'était Apple également. C'est ouais, on est une marque super cool, c'est génial. Si vous portez nos produits, c'est super génial. Mais en fait, le content marketing, qui peut être de la vidéo, qui peut être du texte, qui peut être du podcast, c'est pas parler forcément de la marque, mais c'est prouver. Le prouver et le montrer avec justement des témoignages de l'article, de la connaissance. On voit bien que depuis le web 2.0, le pouvoir n'est plus d'avoir l'information, d'avoir le savoir, ça ne sert plus à rien. Ce qui est important en fait, c'est de le montrer, de le faire savoir. Et ça en fait, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris, beaucoup d'entreprises qui conservent en fait leur expérience, qui veulent pas montrer un petit peu ce qu'ils savent faire, leur expertise, et qui se concentrent en fait à dire non mais attends, on a un super livre blanc, ou on a un témoignage client, ou on a ceci, on a cela, non on va le garder pour nous parce qu'autrement les concurrents vont nous le piquer. Et non, il ne faut pas faire ça, il faut au contraire le partager, et c'est ce que je fais à travers mes podcasts, mon blog, mes vidéos, mais également les PowerPoint. Quand je fais une présentation, mon premier réflexe c'est d'aller le mettre sur SlideShare pour que tout le monde puisse le lire. Mon premier réflexe c'est de mettre la vidéo du web séminaire que je mets sur YouTube. Bref, il faut tout le temps penser à ça. La promotion est encore plus importante et la valorisation de ce que vous avez fait. Alors, une autre citation de Guy Kawasaki qui est If you have more money than brains, you should focus on outbound marketing. If you have more brains than money, you should focus on inbound marketing. Simplement, c'est se dire que si vous avez beaucoup d'argent, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire des techniques de génération de prospects classiques, telles que tout simplement
AdWords, éventuellement du Facebook Ads, éventuellement des appels, la location de fichiers, enfin bref, toutes ces techniques qui fonctionnent très bien, mais en fait qui nécessitent en fait d'avoir un budget assez conséquent, parce que bien sûr il y a une concurrence assez importante sur tout ce genre d'outils là. Donc en fait, oui, l'outbound marketing, les appels, les commerciaux qui vont démarcher, c'est très bien, mais il faut avoir du budget. Si vous êtes par exemple une petite start-up, si vous êtes un freelance, vous êtes un indépendant, à ce moment-là, en fait, vous n'avez pas forcément ce budget-là, vous n'avez pas seulement cette possibilité de recruter des gens, etc. Mais en revanche, vous avez quelque chose qui est important, c'est la connaissance, c'est le savoir, c'est l'expertise. Et c'est là, en fait, avec cela que vous allez pouvoir vous faire connaître. C'est-à-dire qu'une petite boîte, un petit freelance peut très bien avoir un super contenu, un truc génial, qui va en fait être beaucoup plus visible, beaucoup plus intéressant qu'une publicité qui est faite par un grand cabinet de consulting. Et on en parle toujours, hein, parce que c'est un peu mon métier. On voit bien qu'il y a une ubérisation des grands cabinets, parce qu'ils ont du pouvoir, ils ont des moyens de faire des études, mais forcément on ne va pas faire appel à un cabinet, on fera appel plutôt à un expert qui a montré et prouvé son expertise. Et là on est quand même beaucoup plus fort. Voilà. Une autre citation qui est de Woody Allen qui dit If you are not falling now on again, it's a sign that you are not doing anything innovative. Tout simplement, c'est à dire que si vous ne vous plantez pas, si vous ne prenez pas des gamelles, si vous ne faites pas des erreurs, c'est que tout simplement vous restez dans votre zone de confort, vous restez dans le traditionnel, vous n'innovez pas assez suffisamment. Alors Woody Allen, lui, s'est pris pas mal de tôle justement en ayant des films souvent un peu en avant-gardistes, ou parfois des films pas assez avant-gardistes, ça dépend de quel point de vue. Mais donc c'est vraiment de se dire que de toute façon, si on veut faire quelque chose qui va être innovant, il faut apprendre à casser les codes du marché, il faut apprendre à faire quelque chose de différent de ce que l'on fait habituellement. Il faut se dire ok, je vais changer les choses. C'est ça en fait qui évolue un petit peu dans le monde actuel, c'est se dire ok, si on veut véritablement innover sur un marché et casser les codes et lutter contre tous les gros, eh ben, il faut faire quelque chose qui va être différent pour une fois et ne pas hésiter à prendre des risques. Voilà. Une autre citation de Seth Godin qui est intéressante, qui est alors une autre citation de Seth Godin qui est intéressante, c'est Don't find customer for your products, find products for your customers. En fait, c'est tout simplement repartir des basiques, c'est se dire je vais pas choisir et créer un produit et ensuite je vais essayer de le vendre. C'est que je vais partir du besoin client, du fondamental. C'est qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que sont leurs besoins, est-ce que c'est un marché qui est solvable, est-ce qu'il y a un besoin urgent, est-ce qu'il y a un besoin important. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais choisir et je vais créer le produit et je vais choisir ce que je vais vendre. Beaucoup de gens en fait se disent tiens, je vais créer tel produit, mais c'est pas ça qu'il faut faire. C'est la démarche inverse en disant tiens, quel est le besoin du marché, comment je peux faire pour être encore meilleur que les autres, comment je peux me différencier. On se rapproche un peu de la phrase d'avant, c'est-à-dire que si vous voulez véritablement être différent et casser un marché, il faut repartir vraiment de la base. Et c'est ce que fait en fait Seth Godin dans son livre La vache pourpre, c'est qu'en fait on va pas partir de ses produits habituels, on va repenser de A à Z. Et en fait, c'est comme ça en fait que Apple a sorti l'iPhone, il est parti d'une page blanche entre guillemets, le tactile, etc. Donc en fait, si vous êtes dans une grande boîte, souvent on a l'habitude de repartir sur les mêmes produits. C'est-à-dire qu'en fait, on va tout simplement repartir sur la gamme qu'on fait habituellement, et puis on va sortir un produit light, on va produire un produit plus simple, on va produire un produit qui sera avec plus de fonctionnalités, etc. Sauf qu'à force, on va se différencier sur un marché, mais on va pas être vraiment totalement différent. Et on est toujours à la merci après de gens qui, eux, cassent les codes, repensent les besoins du marché, repensent les technologies. Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours repartir sur le besoin basique. Et tous les gens qui n'auront pas compris ça, tous les gens qui n'auront pas compris qu'il faut vraiment partir du besoin client seront en danger de se faire ubériser, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va repenser aux besoins clients, qui va repenser à une innovation qui va révolutionner le marché. Par exemple, on voit tous les hôteliers qui sont en train de se faire tailler des croupières avec Airbnb, parce que tout simplement Airbnb a compris que finalement les gens, ce qu'ils voulaient, c'est juste avoir une chambre pas chère, si possible dans le centre-ville de la ville, et ils ont pris en place
les évolutions technologiques comme le web, et voilà, ça y est, ils ont mis un nouveau marché où on loue plus une chambre d'hôtel, mais on loue un lit, et tout simplement quelque chose qui peut être en plus avec du caractère, avec du relationnel, de l'humanité, qui était tout à fait en phase. Et ça, en fait, jamais des grandes chaînes d'hôtels auraient réussi à prendre ce virage-là, parce que pour eux, c'est une trop grosse révolution. Ils ont des charges, ils ont des structures, etc. Voilà. Alors autrement, une citation aussi qui est intéressante, c'est d'Albert Einstein et qui est un petit peu liée à cette fameuse création de produits. C'est si vous ne pouvez pas, je dis en anglais, if you can't explain to a 6-year-old girl, you can't know it yourself. C'est en fait tout simplement si vous ne pouvez pas expliquer à un enfant de 6 ans votre produit ou votre concept, c'est que tout simplement vous ne le savez pas vous-même. Et ça, c'est vrai que moi je l'ai constaté quand c'est pas clair, quand c'est pas cristal clear et quand c'est pas vraiment compréhensible pour tout le monde, à ce moment-là, c'est que votre message il est pas bon et qu'il faut le revoir. Alors souvent ça, c'est se dire, est-ce que n'importe qui, quelqu'un qui ne connaît pas, est-ce que votre mère, votre père, votre grand-parent, votre fille comprend le concept? Vous lui expliquez, c'est ça mon concept, c'est ça mon produit. Si c'est pas clair, s'il a mal compris, c'est que c'est pas lui qui a mal compris, c'est que c'est tout simplement vous qui avez mal expliqué, ou c'est vous qui n'êtes pas clair dans votre concept. Alors, une citation également qui est marrante sur les médias sociaux, c'est Margaret Molloy qui dit tout simplement que les médias sociaux sont un sport de contact. Social media is a contact sport. Tout simplement parce que on voit bien les médias sociaux, c'est pas juste de l'automatisation, c'est pas juste envoyer des messages en automatique, ce que je fais en partie, mais c'est également aussi humaniser. Humaniser là, c'est quand je vous raconte un petit peu ma vie, c'est quand je vous raconte un peu des expériences personnelles, on humanise, c'est ça les relations. C'est quand les gens peuvent mettre des commentaires, y répondre, c'est mettre un petit peu d'émotion, et c'est aller à la discussion, ne pas hésiter à aller entrer en contact avec les gens, leur demander leur avis, montrer un petit peu de votre vie à vous. Tout cela en fait contribue au fait d'humaniser la relation et de faire en sorte que vous n'êtes pas un inconnu, un gars lambda, mais vous êtes quelqu'un que l'on connaît, à qui on peut faire confiance. Voilà. Un autre proverbe qui est chinois, et qui dit en fait the best time to plant a tree was 20 years ago, the second time is now. C'est tout simplement de se dire ok, oui, il y avait toujours la possibilité de faire quelque chose il y a 20 ans et ça aurait été le meilleur moyen de le faire il y a 20 ans, mais maintenant on peut encore changer les choses, on peut encore changer son marché, évoluer tout simplement en agissant. C'est-à-dire que rien n'est perdu, même sur un marché qui est en saturation, même un marché qui semble complètement verrouillé, on peut encore agir en faisant différemment, en se disant ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant en partant d'une feuille blanche. Je le disais tout à l'heure avec l'histoire des hôtels, mais on peut le voir dans la plupart des secteurs d'activité. On parlera encore des taxis, qui, il y a quelques années, auraient pensé que les taxis étaient une population et un secteur d'activité qui serait en danger et qui serait en train de revoir son activité traditionnelle. Donc ça, c'est important de se dire, tiens, finalement, ce qu'on pensait acquis n'est pas forcément vrai, et il y a toujours l'opportunité de faire quelque chose. Après, une citation de Scott Cook, a brand is no longer what we tell the consumer, but what the consumer tell to each other. C'est tout simplement se dire qu'une marque en fait ne maîtrise plus sa communication. C'est pas ce que vous dites, c'est pas vos communiqués de presse, ce ne sont pas en fait vos beaux articles de blog qui feront que vous serez une marque reconnue, connue, etc. Mais c'est tout simplement ce que pensent les consommateurs. Alors bien sûr ça a plusieurs impacts. Le premier impact c'est en avant-vente, pendant la vente et en après-vente. C'est-à-dire qu'avant la vente, faut donner une image qui soit cohérente entre ces différents supports. Il faut que ça donne envie, il faut que ce soit innovant. Et ensuite, lors de la vente, il faut que l'expérience client soit parfaite, ou en tout cas le mieux possible. Il faut que le client, quand il achète, il ne soit pas à se dire « Waouh, c'est la galère ». Moi, ça m'est déjà arrivé quand j'ai acheté, par exemple, une poussette. Et je me suis dit « Merde, il faut faire bac plus 5 pour monter cette poussette-là. C'est hyper compliqué ». Et c'est vrai que juste après, j'ai eu une autre poussette où en fait, il y avait un petit QR code où j'ai pu scanner et puis voir une vidéo sur comment ça se montait. Je me suis dit « Ah ouais ». Celle-là me plaît le plus parce que c'est beaucoup plus simple, ils ont pensé au client, donc il faut penser au client. Et après en après-vente, bien sûr c'est le moment où le client rentre chez lui et le client utilise le produit, où il a un problème, et là il est un peu coincé, et donc à ce moment-là, encore une fois, il faut penser au client, il faut penser à lui, à se dire comment je peux l'aider, comment on va pouvoir
penser à tous ces problèmes à lui. Et là, dans le cas de la poussette, c'est penser à un QR code, un code ou un truc comme ça qu'on peut retrouver sur Internet. Alors une citation de Ayn Rand: "The question is not who is going to let me, it's who is going to stop me." En fait, ces citations se placent dans tous les cas, pas forcément de marketing. C'est-à-dire que tout simplement, il ne faut pas demander l'autorisation de le faire. Mais au contraire, il faut se dire qui est-ce qui peut vous arrêter et vous empêcher de faire quelque chose. C'est-à-dire que si vous avez une idée de start-up, une idée de produit, il ne faut pas dire est-ce que j'ai l'autorisation, est-ce que vous croyez qu'il faut le faire. Il faut se dire non, ok, je me lance et je fais comme ça le produit, le projet qui va correspondre à mon idée. Parce qu'en fait, on voit que beaucoup de startups comme ça, au départ, sont passés par des stades où en fait leur produit était entre guillemets entre deux niveaux de légalité. On se souvient tous de Quel Job qui au départ était en train d'aspirer les annonces de tous les sites internet, dont APEC, Cadre Emploi, et bien sûr à l'époque personne n'osait le faire. Eux ils l'ont fait et ils sont devenus des leaders dans le secteur. Par exemple aussi LinkedIn, encore une fois dans ce domaine-là, qui se permet d'aspirer entre guillemets votre carnet d'adresses et de proposer des invitations un peu à tout le monde. Il y a aussi par exemple Airbnb qui a commencé à lancer la location entre particuliers sans trop s'intéresser à comment ça allait se passer au niveau de la réglementation. Pareil pour Uber. Tous ces gens-là en fait ont commencé à lancer des sites internet avec des idées simples et ils ne se sont pas dit tiens je vais essayer de me lancer, je vais y aller, etc. Il faut que je vérifie la législation d'abord et puis bon je vais quand même vérifier avec un avocat, un juriste. Ils se sont lancés directement. Et ça en fait c'est un peu le problème parce qu'en fait quand on va créer comme ça une entreprise, une start-up dans un domaine un petit peu déjà comblé, généralement il y a 3 profils de personnes. Il y a ceux en fait qui viennent de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a un leader dans un secteur d'activité, ça peut être un leader par exemple dans le domaine de la gestion, de la comptabilité, et lui en fait tout simplement il a une poule aux œufs d'or et il a vachement de mal en fait à changer ses habitudes, à changer son business model. Et si jamais créer un produit, généralement c'est pas un produit qui sera innovant, ça sera un produit qui sera un petit peu comme le produit d'avant mais à peine différent. De l'autre côté après vous avez un deuxième profil qui sont généralement les gens qui ont quitté ces grandes entreprises ou alors qui sont proches de ce milieu-là. Par exemple des consultants, etc. et qui se disent ouais je comprends bien pourquoi les grandes entreprises ne fonctionnent pas, moi je suis plus malin, je connais ce secteur et donc tout simplement je vais faire un truc qui va être un peu différent tout en respectant la loi. Et donc là hop on a quelqu'un qui crée un produit dans ce sens là. Et après le problème de ces gens là c'est qu'en fait ça va pas tout à fait au bout du sujet, ça correspond pas tout à fait au bout du marché et donc parfois ils se plantent. Et donc le dernier profil c'est celui qui généralement rafle la mise, surtout dans un univers disruptif et quand on veut vraiment essayer de faire différent. Ce sont les gens qui sont pas forcément du sérail, des gens qui sont plutôt un petit peu nouveaux, innovants et qui se disent tiens qu'est-ce que veut le client vraiment, et voilà ce que je vais lui proposer. Et on l'a vu par exemple dans le domaine de la musique, tous les gens en fait comme Deezer, etc. au début ils ont commencé en proposant du streaming et ensuite ils ont fait des accords. YouTube c'est pareil, au début en fait ils ont proposé des vidéos en ligne, de mettre des vidéos en ligne et ensuite c'est après qu'il y a eu les accords de copyright, etc. qui ont été mis en place. Donc ils se sont lancés, ils sont repartis du besoin des clients, ils sont repartis du besoin même du marché et ensuite ils sont allés uniquement voir un petit peu comment ça se passait. Alors bien entendu je vous incite pas à faire ça et d'aller d'entrer dans les légalités. Ce que je vous incite à faire c'est dire ok quel est vraiment le besoin du client, quel est le besoin fondamental et comment vous pouvez y aller. Alors une autre citation de Walt Disney, très américaine: "It's quite fun to do the impossible." C'est tout simplement le fait de se dire si tout le monde vous dit que c'est pas possible de le faire, justement c'est là en fait que vous allez prendre de l'intérêt parce que vous allez relever un challenge, vous allez pouvoir réfléchir aux besoins du marché, vous allez un petit peu vous dire voilà comment on peut faire maintenant, est-ce que les choses ont changé. Donc ça c'est vraiment intéressant de se dire voilà ça marchera jamais, au contraire vous allez reprendre cette énergie là pour vous. Alors bien entendu il ne faut pas non plus aller complètement à l'opposé d'un marché. Si tout le monde vous dit qu'il n'y a pas de marché pour ci, il n'y a pas de besoin pour ça, il ne faut pas non plus aller à contre-courant de trop, Mais si vous êtes convaincu qu'il y a quelque chose de disruptif sur le marché, qu'il y a quelque chose qui a véritablement changé, s'il y a des méthodes, des outils, des comportements, des mentalités qui sont plus là alors qu'ils y étaient avant, alors oui, là vous devez y aller. Là vous devez dire ok je vais me lancer, je vais en fait aller sur ce secteur là et je vais proposer une offre innovante. Et là vous allez vraiment vous marrer parce que vous allez repartir sur quelque chose une page blanche en fait, totalement blanche.
Voilà, une autre citation, on a vu tout à l'heure Seth Godin, c'est tout simplement marketing no longer about the stuff that you make, but the story that you tell. Tout simplement, le marketing, c'est plus uniquement les produits. Et ça, on le sait très bien que le marketing produit est en train de montrer ses limites. C'est-à-dire que c'était le mix marketing, les 4P, Product Price, Promotion, Place. Et on pouvait rajouter des 6P en plus, des process et des personnes. Donc on arrive aux 6P. Mais en fait, on était parti à chaque fois du produit qu'on devait promouvoir. Or, en fait, il faut plutôt partir du client. Et c'est un petit peu ce qu'on voit avec les 4C qui sont consumer, convenience, etc., qui sont en fait qu'on va de partir du besoin du client, du marché et de la manière d'acheter du besoin du client pour ensuite concevoir le produit. Et ça après c'est beaucoup plus efficace parce qu'en fait on part vraiment bien du besoin du client. Voilà, donc en fait Seth Godin lui rajoute à ça le fait de dire qu'on ne vend pas que du produit mais on vend également des histoires, c'est-à-dire qu'on va vendre de l'émotion, on va vendre du rêve, on va vendre une situation. Et souvent les grands produits et les produits qu'on a vraiment envie d'acheter, c'est les produits en fait qui lui proposent d'aller d'une situation A à une situation B. C'est-à-dire que je prendrai un exemple de cours d'anglais. Si vous voulez apprendre l'anglais, vous pouvez faire de deux manières quand vous voulez vendre des cours d'anglais. Soit en fait vous le vendez de la manière traditionnelle, vous allez assister à des cours d'anglais le soir, ça va durer 2 jours par mois pendant X mois, et vous allez apprendre 1 la langue anglaise, 2 la grammaire, 3 le vocabulaire, etc. Et là en fait vous allez faire un truc chiant que les gens n'auront pas forcément envie parce que les cours d'anglais ça me rappelle l'école, jamais été bon. L'autre manière c'est justement raconter une histoire, c'est à dire encore une fois on repart du besoin du client. Et je vais vous expliquer non pas comment apprendre l'anglais, mais par exemple comment apprendre, comment en fait apprendre à devenir par exemple web marketeur ou le business des affaires, ou comment je vais vous apprendre à discuter de manière courante avec n'importe quelle personne au niveau business ou au niveau personnel. Ou alors je vais proposer une méthode originale, c'est-à-dire que je vous propose une méthode pour apprendre l'anglais par l'hypnose. Ou alors je vous propose une méthode d'anglais originale, c'est une méthode d'anglais où on va dîner ensemble le midi, où on va dans un pub. Ou je vous propose une méthode d'anglais originale, on va jouer en fait à des jeux de société. Bref, là on n'est plus dans la manière simple de vendre des cours d'anglais chiants avec un prof, mais on va vendre en fait un certain nombre de choses. Par exemple, on le voit dans le domaine des régimes, avec tout ce qui est nouveaux produits de régime. Alors il y en a 2-3 qui sont assez intéressants parce que justement ils ne vendent pas du produit, ils vendent de l'émotion, ils vendent de l'histoire. Par exemple, si vous regardez la télé, le produit Comme J'aime en fait, c'est simple, hein, c'est des repas qui sont pré-préparés, comme vous pouvez en acheter en grande surface. À mon avis, il n'y a pas beaucoup de différence, sauf qu'ils vous les livrent à la maison, qu'ils vous les sélectionnent et qu'en fait ils vous préparent tous vos repas. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils vous vendent? Ils ne vendent pas des repas surgelés, ils vous vendent toute une histoire en disant ouais, j'ai perdu 25 kilos, moi je m'appelle Roger, j'ai perdu 30 kilos, etc., avec des gens qui peuvent se reconnaître dans les personnes qui sont en face d'eux. Donc on le voit que là, encore une fois, on raconte de l'histoire, on raconte de l'émotion. Et on ne vend pas un produit. Ils ne se sont pas dit tiens, on va vendre une gamme de produits de nourriture en fait pour le régime. Non, ce qu'ils vont vendre eux, c'est ils vendent en fait le rêve. Ils vont vendre l'histoire des personnes qui ont réussi à maigrir sans rien faire. En fait là c'est vraiment du rêve. Et c'est de l'histoire, c'est tout à fait dans le concept ce qu'on vend. Et c'est pour ça que ça a du succès, parce qu'il y a une pub télé, il y a une grande communication, et puis il y a une histoire simple, on dit ouais, on peut comme ça perdre du poids sans rien faire. L'autre chose, c'est Weight Watcher qui aussi s'est mis un petit peu là-dessus. Donc ils vendent en fait, bien sûr comme d'habitude, leurs plats, leur régime, blablabla. Mais en plus en fait ils vendent un coach sur internet, c'est-à-dire que c'est un logiciel, une solution en fait où on peut consulter ses points, son régime, avoir du monitoring, et en plus là-dessus il y a je crois il y a des réunions en plus. Donc en fait ils ont changé un peu le concept, ils vont pas vendre juste des produits de régime, ils vont pas vendre juste une réunion, ils vont vendre un programme complet avec du coaching, des points, un site internet, un machin, bidule, voilà. Donc en fait on crée véritablement une histoire tout autour de ça, on crée de l'émotion et on va pas vendre un produit tout simplement. Alors après une citation assez célèbre de Bill Gates qui est tout simplement Your most unhappy customers are your greatest source of learning. Alors c'est une citation qui m'a fait toujours rire parce que
Quand on voit un peu certains produits Microsoft, on se demande si Bill Gates a vraiment pris à la lettre sa citation qui dit vos clients les plus mécontents sont vos meilleures sources pour apprendre et vous améliorer. Et en fait, forcément, c'est vrai que c'est les clients mécontents parce que c'est ceux qui oseront vous dire que ça va pas, qui sont vos meilleures sources. C'est-à-dire qu'il y a plein de clients qui sont pas contents, qui vont tout simplement vous quitter, qui vont rien vous dire. Et ça, c'est l'immense majorité. Et généralement, il y a quoi, 5 à 10% des gens qui oseront vous dire attendez, j'aime bien votre produit, ou j'aurais bien aimé votre produit, ou j'ai été déçu par votre produit, mais là vraiment, c'est pas bon pour ça et ça. Donc en fait, ça veut dire tout simplement que là, il y a vraiment quelque chose, c'est-à-dire que ce sont les gens qui, comme ça, vont critiquer, vous donner leur retour, qui sont les gens les plus intéressants. Les clients contents, oui, c'est très intéressant parce qu'on a des témoignages, etc. Mais les clients mécontents, eux, vous disent véritablement ce qui ne va pas. Alors bien sûr, il ne faut pas voir que le côté sombre quand on vend des produits comme ça, parce que c'est comme en fait les hotliners ou les gens qui ont que des plaintes au téléphone. Eux, forcément, ils voient toujours le côté négatif, le verre à moitié vide au lieu de voir le verre à moitié plein. Mais les clients mécontents, comme ça, sont vraiment des très grandes sources d'amélioration du produit. Moi, je le sais, quand j'avais des clients que je rencontrais sur un salon, ils me disaient ouais, mais je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Et je réfléchissais un petit peu et on essayait de trouver une solution. Puis si on ne trouvait pas une solution, je le mettais en fait dans les suggestions. Et c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir transformer un client mécontent en fan. Parce qu'un client qui est très mécontent, qui a comme ça eu beaucoup d'émotions, qui s'est plaint, qui est venu, qui a fait l'effort et qui finalement est écouté. Parce que justement, ces clients-là, qui sont vraiment pleins, qui sont exprimés, si jamais vous êtes capable de les écouter, si vous êtes capable de dire tiens, oui, je vous ai écouté, et si vous êtes capable d'apporter une solution concrète, de dire voilà, je vous ai écouté, eux, ces gens-là qui ont été mécontents, qui ont exprimé leur insatisfaction, ce sont ceux qui seront les plus fidèles d'entre vous parce qu'ils diront ouais, j'ai eu une expérience négative, mais après ils sont améliorés, après ils m'ont écouté, etc., etc. Souvent un client, il ne demande pas grand-chose d'autre que d'être écouté et qu'on résolve son problème. Voilà. Alors, après une autre citation de Jeff Bezos d'Amazon qui dit We see our customers as invited guests to a party and we are the host. It's our job to make the customer experience a little bit better. En fait, c'est un petit peu ce que je le dis en fait lorsque je parle des médias sociaux. Sur les médias sociaux, c'est comme si vous étiez invité à une soirée avec des gens que vous ne connaissez pas forcément et que vous commenceriez à vendre vos produits. Là forcément ça ne marchera jamais parce qu'en fait les gens vont dire mais qui c'est ce gars-là, pourquoi il me parle de ça? Et donc dans les médias sociaux c'est comme ça, on ne va pas vendre directement, on montre un peu qui on est, on écoute les personnes en face, qu'est-ce que tu fais, etc. Et ensuite on propose éventuellement une offre si c'est adapté. Jeff Bezos, c'est un petit peu la même chose. Donc Jeff, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ses clients sont un petit peu comme des invités qu'on invite à une soirée. Et tout simplement, l'objectif c'est qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils se sentent bien, qu'ils soient contents, qu'ils passent un beau moment. Et donc en fait, on est vraiment dans le domaine d'expérience client comme d'habitude. Il faut que le client se dise quand j'achète chez Amazon, je sais que je vais être livré en temps réel, je sais que c'est un des prix les moins chers du web, etc. etc. Et donc forcément, là c'est une expérience client, une recommandation à bouche à oreille qui va être super positif. Donc en fait, il faut vraiment se dire ok, nos clients sont au cœur de l'entreprise, c'est eux qui payent les factures, c'est pas l'entreprise, c'est pas le patron qui paye les salaires, c'est le client. Donc en fait, quand on répond aux clients, il faut être sympa, il faut essayer de faire son maximum pour les aider. Alors après, il y a certains clients qui seront désagréables par nature, des clients qui sont chiants. Alors parfois ça peut être du fait de l'entreprise parce qu'ils ont été maltraités, ça peut être aussi des clients qui sont chiants, mais n'oubliez pas qu'un client a toujours raison, mais c'est à vous d'arriver à voir et de faire reconnaître entre guillemets qu'il a tort. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire à un client vous avez tort, mais est-ce que vous avez essayé ceci, est-ce que vous avez essayé cela, est-ce que vous ne pensez pas que ceci, que cela. Donc en fait, en faisant ça, on change en fait un petit peu le point de vue et puis on ne met pas le client en porte-à-faux ou on ne le met pas en fait en situation où c'est lui le coupable.